parle-t-on malgré tout de durabilité? Quelques mots, peut-être quelques chiffres qui vont être détaillés par les intervenants, mais l'augmentation des coûts de production, ça c'est sur le pilier économique. Aujourd'hui, les acteurs de la banane sont frappés aussi par cette dimension, coûts de production, coûts de transport. La question sociale de la répartition de la valeur, qui touche quoi dans la banane? Nous sommes, nous, une ONG du monde de l'équitable, Max Havelaar, donc nous sommes très intéressés à comprendre qui, à chaque échelon de chaque filière, touche quoi comme part de la valeur et est-ce qu'au total, l'équilibre est respectueux des différents maillons de la chaîne. Troisième gros enjeu, bien sûr, la banane utilise des pesticides. Beaucoup de productions ont utilisé ou utilisent encore des pesticides et c'est bien sûr un défi pour les acteurs que de les réduire peu à peu. D'autant qu'il y a des ravageurs, il y a des défis sur ce plan-là. Une production monovariétale, excusez-moi le jargon, mais ça c'est un enjeu aussi de diversification, de résilience par rapport aux maladies, etc., etc. Quelques chiffres pour illustrer ces défis de durabilité. Alors, il faut le prendre avec des pincettes, mais nous, dans l'équitable, on a l'habitude de dire quelle est la part, par exemple, quand vous achetez 2 € ou 3 € un kilo de banane, qui revient au producteur. Dans cette filière, on est sur une part de 6 à 7%. Donc c'est comparable à d'autres endroits. La banane subit des transformations. Une bonne partie de la valeur, bien entendu, va à d'autres acteurs. Mais ayons en tête que le producteur de base, c'est plutôt 6 à 7% qui va lui revenir du prix final que nous, ici en France, on va payer dans le magasin. Les coûts de production, j'en ai parlé. Les écarts de salaire. De plus en plus, on fait des analyses aujourd'hui dans les chaînes de production sur le genre. Y a-t-il des écarts? Eh bien, la banane n'échappe malheureusement pas à la règle. Il y a des écarts importants, jusqu'à 30% entre les hommes et les femmes dans cette filière. Et enfin, j'en ai dit un mot, mais les ravageurs, alors le mot technique, c'est la TR4, c'est la Fusariose race tropicale 4, qui menace les plantations assez massivement et je crois particulièrement les variétés qui sont exportées et distribuées dans le monde. Donc notre table ronde aujourd'hui a pour but de mettre en commun ces débats, de partager, de voir surtout dans une première partie quelles sont les bonnes pratiques, les choses positives, les bonnes nouvelles pour une banane durable en France. Et puis, dans une seconde partie, on essaiera de voir ce qui nous rassemble, qu'est-ce qu'on a finalement comme socle commun dans cette variété d'acteurs qui ont accepté, je les en remercie encore, de venir aujourd'hui témoigner. Donc on commence tout de suite, dans un premier temps, en donnant la parole successivement aux uns et aux autres. Je commence en tout seigneur, tout honneur, par le président de la banane française. Philippe Pons, vous présidez l'AIB. Vous jouez finalement le rôle d'interface entre les différents maillons. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur l'enjeu et puis finalement la durabilité? On en parle à l'AIB? Alors l'AIB, je précise d'abord que c'est une interprofession, donc elle regroupe à la fois les fédérations des producteurs, des importateurs, des mûrisseurs, des grossistes et également des détaillants, les détaillants fruitiers et la grande distribution. Des gens qui, a priori, ne cherchent pas le même objectif, mais qui ont quand même décidé, de manière relativement récente, puisque l'AIB a moins de 10 ans d'existence, d'œuvrer ensemble dans la valorisation du produit banane et dans son aspect durable. À ce titre, lors de sa création, l'Association interprofessionnelle de la banane a émis une charte d'engagement qui a été signée par les 6 fédérations membres de l'AIB qui donnent leur engagement sur les aspects de durabilité à la fois environnementale, sociale et économique de la banane. Donc ils s'inscrivent sur le long terme et ils sont prêts à s'investir sur chacune des familles concernées dans les aspects de durabilité et de finalité, en conservant un dénominateur commun qui est que, comme vous l'avez précisé, Gilles, que la banane demeure toujours, sinon le fruit le plus consommé, en tout cas l'un des fruits les plus consommés, et en tout cas plébiscité par les consommateurs. Et ça, dans leur diversité. Donc est-ce que vous pouvez rappeler, c'est quoi ces 6 familles? Alors ces 6 familles, ce sont dans l'ordre, je dirais, de la filière. Ce sont les producteurs, qui sont représentés par leur émanation française, les importateurs, donc ceux qui organisent l'acheminement des bananes jusqu'à leur introduction
sur le sol européen et donc le sol français. Ensuite, les mûrisseurs, parce que tout le monde ne le sait pas, mais les bananes se transportent vertes et donc on a besoin de les mûrir à travers une série d'opérations qui sont notamment qui nécessitent de l'énergie et des infrastructures tout à fait dédiées à cette transformation. On trouve ensuite les grossistes qui vont procéder au dispatching de manière capillaire sur tout le territoire français. Et enfin, les distributeurs finaux, qui sont donc les grandes enseignes, mais également leurs compléments incontournables, qui sont les fruitiers détaillants, les cours des halles et les marchés de plein air. Donc tous les acteurs sont absolument concernés et partie prenante dans ces initiatives. Merci beaucoup, très, très intéressant de voir que il existe une instance qui rassemble tout le monde malgré les différents métiers. François-Xavier Cotte, vous êtes, vous, le délégué aux filières du CIRAD. On ne présente plus le CIRAD, c'est un des plus grands centres de recherche français, en particulier dans la zone tropicale. Des centaines, voire des milliers de chercheurs, je crois, sont au CIRAD. Vous avez notamment travaillé ces dernières années dans la filière banane sur des plans qui s'appelait déjà plan banane durable et sur l'aspect environnemental. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur les avancées? Peut-on vraiment franchir des pas ou y a-t-il des obstacles environnementaux insurmontables pour produire de manière viable des bananes? Merci. Oui, donc ces plans bananes durables, c'est pour répondre un peu de façon opérationnelle à la question que tu as posée sur les enjeux, donc ces enjeux environnementaux. Alors nous, on a plusieurs unités de recherche qui travaillent là-dessus. Comme tu l'as dit, c'est un des groupes principaux de recherche à l'international. Et par rapport à ta question, moi je porterais un message positif, c'est-à-dire que c'est possible. Et c'est possible, on l'a fait, alors je me tourne vers Pierre, parce qu'on l'a fait avec les producteurs de bananes antillais. Et on a mis l'accent sur la réduction des pesticides. Et en moins d'une dizaine d'années, il y a eu une réduction de 60 à 70% de l'utilisation des pesticides. Vous avez fait le plan Ecophyto, vous l'avez réussi, quoi. Oui. Il a raté un peu sur certains territoires, mais... Oui, on peut dire qu'on a réussi. Alors c'est à la base de mobilisation des concepts de l'agroécologie. Alors des fois, ça fait un peu peur quand on parle d'agroécologie, mais quand on la pratique, quand on la met en œuvre, ça fonctionne. Donc pour être concret sur la banane, on sait maintenant d'un point de vue technique passer à zéro sur l'utilisation des insecticides. Donc c'est des piégeages phéromones sur le charançon du bananier. On s'est passé à zéro pesticide sur les nématicides, qui sont parmi la classe la plus embêtante, la plus dangereuse. Et ça, c'est l'utilisation de sols sains par jachère avec du matériel sain, les vitres-plans. Et puis, ce qui est important dans ces démarches d'agroécologie, c'est d'être en anticipation et de travailler à la santé globale de l'agrosystème. Donc, on travaille sur la santé des sols, notamment avec des systèmes multi-espèces, des plantes de service. Voilà, le message principal, c'est que ça marche à l'échelle des Antilles, donc c'est plus qu'un prototype. Et ça, c'est aussi, mais je pense qu'on en parlera plus tard, c'est une capacité à rapprocher la recherche et les producteurs. Merci beaucoup. Donc, des avancées importantes ont été réussies ces dernières décennies. Je me tourne vers un troisième acteur qui joue un rôle, lui, différent dans la filière, Hans-Willem van der Waal. Vous êtes le directeur général de Agrofer et vous avez ceci d'exceptionnel, que vous avez été un pionnier de la démarche développement durable dans la banane, avec, je vais m'éloigner un petit peu, avec, je dirais, à une époque peut-être où on n'en parlait pas tant que ça, vous avez décidé de créer votre entreprise, de fonder une entreprise d'importation, c'est cela, vous allez nous le dire, sur les principes du commerce équitable, avec un juste prix, une juste rémunération de tous les échelons. Ja, merci. Donc, je m'appelle Hans-Willem van der Waal, effectivement. Et nous sommes basés à Rotterdam, tout près de Rotterdam, aux Pays-Bas. Et Agrofer est une société d'importation, une entreprise d'importation de bananes vertes, comme nous avons entendu. Et Max Havelaar, Fairtrade et Agrofer ont les mêmes parents. Donc c'était la ONG néerlandaise Solidaridad qui s'était occupée
chargé des intérêts des producteurs, petits producteurs de café, de cacao. Et, donc le café était le premier produit. Et en 1996, ils ont créé Agrofer pour lancer la banane équitable au marché européen. Et pourquoi créer une entreprise à part? C'était parce que à l'époque, à ce moment-là, les transnationales, les entreprises d'importation de bananes n'étaient pas intéressées au concept du commerce équitable. Donc c'était leur droit, mais Solidaridad avait décidé si ce n'est pas avec eux, on va le faire nous-mêmes. Et donc Agrofer n'a jamais été conçu comme une entreprise permanente, mais seulement pour mettre au marché une banane équitable, pour prouver le concept, mais nous sommes toujours là. On a l'année passée fêté notre 25e anniversaire. Ce qui est spécifique, donc nous vivons pour les aspects importants de Max Havelaar, donc les conditions de travail, le prix minimum, ce sont des choses qui sont très importantes pour nous. On travaille avec le Fairtrade, mais pas uniquement avec le Fairtrade. Actuellement, on fait aussi beaucoup de bananes biologiques, donc ils sont biologiques. On fait aussi un peu, il faut que je le dise, un peu de bananes conventionnelles, certifiées Rainforest Alliance, parce que nous sommes une entreprise et pas un projet ou une ONG. Donc, on doit aussi vivre d'une manière ou d'autre. Et ce qui est important, mais on veut toujours faire des choses, des affaires durables, durabilité sociale et environnementale. C'est très important pour nous. Et aussi, on travaille beaucoup avec des petits producteurs, surtout du Pérou, mais aussi de l'Équateur et d'autres pays. Et les coopératives et les plantations qui travaillent en Fairtrade, en commerce équitable, sont aussi co-actionnaires d'Agrofer. Donc, ils détiennent des actions, ils participent dans le capital d'Agrofer. Donc, s'il y a une année avec un petit bénéfice, ils participent aussi dans la valeur que nous ajoutons en tant qu'importateurs, distributeurs de bananes. Et nous travaillons un peu partout en Europe, beaucoup de pays, aussi ici en France, un peu en Asie, en Nouvelle-Zélande. Bon, voilà. Merci beaucoup, une expérience un peu exceptionnelle puisque donc les producteurs péruviens sont à votre capitale, c'est ça? Vous êtes basé en Europe. Eh bien, écoutez, félicitations. Eh bien, le lien est tout fait avec la représentante des producteurs, en quelque sorte, qui est avec nous, Madame Pajuelo. Vous êtes directrice de Prom Pérou et vous défendez les producteurs péruviens en France. Et donc, vous pouvez quelque part peut-être nous dire quelques mots sur ces coopératives qui, je crois, dans le nord du Pérou, sont dédiées à la production des bananes qui arrivent chez Carrefour. On leur passera la parole après, par exemple. Bonjour à tous. Merci beaucoup de cette invitation. C'est un honneur pour le Pérou partager cette table ronde avec tous les acteurs majeurs, clés de la filière banana, notre famille banana. Aujourd'hui, je porte la parole des 9500 familles de petits producteurs de bananes du Pérou qui, depuis 20 ans, ils ont fait le choix, le pari pour la qualité. Qui sont devenus les premiers producteurs exportateurs mondiaux de bananes bio et commerce équitable. Pour nous, c'est une révolution sociale parce que la banane au Pérou a un visage social. Il ne s'agit pas seulement de petits producteurs, mais des micro-producteurs parce que chaque famille, parmi les 9500 familles, détient entre 0,50 à 1 hectare seulement. Il s'agit de l'agriculture organisée pour avoir un moyen de vie. Et cette forme d'organisation est vue comme un modèle, les coopératives. Plus de 87 organisations coopératives et d'associations qui ont des racines très profondes parce que l'organisation vient de nos ancêtres, les pré-Incas, qu'ils organisaient pour faire les travaux communautaires, la Minca, qu'on appelait dans le vocable quechua Minca, qui ça veut dire tout un travail collectif pour le but social, pour toute la communauté, le bien-être. C'est très important.
Notre pays est très singulier. La production des bananes se concentre au nord du Pérou et 87% de la production vient du département de Piura. Mais pas seulement Piura, 4 départements nord et à côté de l'océan Pacifique. Que 100% c'est une production bio. Et ça étonne beaucoup, hein, Jean, parce que 100% bio. 100%. Oui, bio. Bio, oui, bio. Ils produisent surtout la variété Cavendish, mais il y a quelques producteurs aussi qui sont à côté de quelques productions de mangue, parce que le nord du Pérou aussi se caractérise pour le mangue, et quelques petites aussi productions de riz. Mais quelle est la singularité de ces productions de petits producteurs que, ils sont déjà dans une région très sec. La plupart des produits au monde et des producteurs de bananes sont des pays des tropiques, non? Avec beaucoup d'humidité. C'est pour ça que le fusarium n'a pas touché tellement le Pérou. Il y a quelques très focus, c'est quelques zones, mais qui ont été déjà prises en compte. On essaie de contrôler les fusariums, c'est une plague très dévastatrice au monde, non? Mais le fait que notre région du Nord soit sec a contribué beaucoup pour pas la propagation. Mais on se demande, qu'est-ce qu'on fait avec la prime de développement? Quand un consommateur paye le commerce équitable, qu'est-ce qu'ils font? Alors, ça a beaucoup aidé à améliorer différentes choses. La première, aujourd'hui, il y a un grand souci pour l'usage de l'eau. Non? Il y a des stress hydriques au monde. Le Pérou a connu aussi un stress hydrique au nord du Pérou pendant 3-4 ans, les derniers 4 ans. Alors, avec la prime de développement, on a construit les canaux, on a fait les revêtements des canaux pour alimenter, pour l'irrigation des plantations, parce que nous avons, le petit producteur ne peut pas se permettre d'avoir une irrigation technique, non? Et ils utilisent surtout des represses, comme des dames, comme des represses, des barrages, 2 grands barrages, oui. San Lorenzo et Poechos qui nourrissent de l'eau à toutes les plantations. Alors, pour empêcher l'infiltration de CO, de la perte de l'eau, parce que pour les canaux, on a fait avec cet argent tous les revêtements de plus de 9000 km. Ça, c'est vraiment une première chose qu'on attaque le stress hydraulique, le déficit de l'eau. Deuxièmement, on a, grâce aussi à Agrofer, on vous remercie parce que vous avez établi un programme pour les plastiques, le recyclage de plastique, des sacs plastiques qu'on utilise dans la filière pour construire ou permettre de fabriquer des corners, comme on dit les corniers pour la banane. Et c'est très important. Vous l'avez fait avec 4 ou 5 grandes organisations du Pérou. Et troisièmement, on utilise ces primes pour la certification. On va aller au-delà de la certification bio. On est dans la certification biodynamique Demeter. Demeter, c'est une approche holistique. Surtout en Allemagne, on a cette tendance à la consommation qui demande ces certifications. Mais surtout, on attaque aussi les problèmes des fusarium avec l'amélioration des sols. Et l'amélioration des sols, ça veut dire qu'on a construit 4 usines de digesteurs, non, pour améliorer les sols, parce que ça contribue. Bon, je m'arrête ici. On va y revenir, oui, après. Merci beaucoup, Madame Parfelo. Peut-être passer le micro à votre voisin Bertrand Swiderski. Vous êtes directeur du développement durable du groupe Carrefour et un des grands acheteurs et vendeurs de bananes durables en France, n'est-ce pas? Tout à fait. Mais là, je voudrais revenir sur l'importance de la banane pour un magasin. D'abord, il faut savoir qu'un magasin, on ne l'ouvre pas sans banane. Et donc ça, je l'ai appris quand je suis arrivé chez Carrefour, on n'ouvre pas un magasin sans banane.
Il y a des produits comme ça qui sont iconiques. Et la banane est le fruit et le premier chiffre d'affaires de tous les supermarchés du monde. Donc en fait, quand vous voulez agir, je dirais que de manière un peu tangible et avec ampleur, vous travaillez sur la banane. Ça, c'est le premier point. Et après, quand tu poses la question, ce que c'est qu'une banane durable, je pense que là, on a parlé beaucoup de l'amont agricole, de l'agroécologie. On travaille avec le CIRAD pour développer de nouvelles variétés. Je pense que ce qu'il faut rester en ligne de mire, c'est que tous les clients du monde veulent une banane. Tous les supermarchés ont besoin d'une banane, donc il nous faut trouver des bananes. Il nous faut trouver des bananes partout dans le monde. Et la banane, on l'a dit, c'est une seule variété. Donc, et la banane, c'est un peu fragile en fait. Et on ne s'en rend pas compte. C'est fragile pour les conditions sociales de fabrication. C'est fragile pour les zones de production. C'est fragile pour les méthodes de production. Et donc il nous faut, nous, un distributeur, notre métier, c'est d'essayer d'être sûr de trouver de la banane partout. C'est la raison pour laquelle on travaille avec tous les partenaires. C'est la raison pour laquelle on va essayer de développer de nouvelles bananes. C'est la raison pour laquelle on a développé une banane bioéquitable qui est maintenant plus d'un tiers de nos ventes. Donc ça, je voudrais revenir là-dessus. Un tiers de nos ventes sont des bananes bioéquitables. Vous croyez qu'un tiers de nos clients sont des clients qui sont bio-convaincus ? Vous pensez ou pas ? Non. D'accord ? Ça veut dire qu'en fait, on a réussi à trouver une place à cette banane. Et je voudrais vous expliquer un peu le chemin qu'on a parcouru. D'abord, il y a un sujet, c'est que la banane, elle génère un fort gaspillage alimentaire. Sur 1000 bananes produites, nous, on va réussir à en vendre 700. Et on a une perte de bananes à un endroit qui est le dernier endroit, qui est chez nous, qui est en magasin. En magasin, vous avez peut-être sur votre liste 3 bananes, 4 bananes. Mais nous, on les vend dans des mains de 5. D'accord ? Et quand vous avez ou moins, hein, et là, vous allez sélectionner un peu une banane. Vous allez vous dire, bah, tiens, il y a une banane qui est un peu noircie, une banane dans laquelle il y a des petits points noirs, des petites griffes noires, etc. Ça, là, vous allez l'enlever. Vous allez l'enlever, vous allez laisser en rayon. Quand vous allez la laisser en rayon, elle sera appelée une banane célibataire dans notre langage. D'accord ? Et cette banane célibataire, on ne la vendra jamais. Parce que nous tous, clients, eh ben, on n'irait pas acheter une banane célibataire. Et ça génère 6, 7, 8% de gaspillage alimentaire dans toute la filière. Et c'est là le travail qui est à faire avec toute la filière, en se disant, bah, tiens, comment je fais pour les fameux sacs plastiques qui empêchent les petites bêtes de venir piquer peut-être en amont dans les plantations. Comment on empêche de faire ces rayures qui vont faire que le consommateur va pas vouloir acheter la banane. Et donc, c'est ce qui nous a amené à vendre la banane bioéquitable maintenant en main de 5. Hein, je ne sais pas si vous avez vu dans nos magasins, vous avez 5 doigts de bananes qui sont encerclés, qui ne sont plus dans un sac plastique. D'ailleurs, petite histoire, quand on a enlevé le sac plastique de la banane bioéquitable il y a 2 ans, on a augmenté de 10% nos ventes. Et donc maintenant, on a un genre d'arceau qui les garde par 5 pour éviter le gaspillage alimentaire, qui permet de les solidariser et qui nous permet aussi de faire un prix unique. Et je vais revenir sur ce sujet qui est très important, c'est qu'il n'y aurait pas de bananes, de développement de bananes, de projet avec le CIRAD, de projet avec la banane française, de projet avec la banane Pérou ou de projet de banane bioéquitable s'il n'y avait pas une demande client. D'accord ? Et cette demande client, il faut la susciter. Et la susciter avec le prix. Notre astuce, ça a été de les vendre en main de 5 à un prix en dessous de 2 € et de faire décoller les ventes. Et ça, je pense que c'est exactement ça le travail de filière qu'on a à faire, le travail collectif qu'on a à faire. C'est de se dire comment je vais faire pour que le travail que vous menez en amont soit valorisé dans nos magasins, qu'on n'ait pas de gaspillage et qu'on arrive à avoir une attraction consommateur. Et dans la crise, alors, dans la crise d'inflation, dans la crise d'énergie, ça bouge comment? Les consommateurs, ils restent fidèles? C'est vrai que d'abord, il y a un premier sujet, c'est que nous, on a imprimé le prix. Alors, je parle de la banane bioéquitable sur le bandeau. Donc déjà, ça nous permet de garder un prix qui reste sous les 2 € et qui fait qu'on a une forte attraction sur la banane bio équitable en ce moment. Et oui, le consommateur a un peu une sensibilité au prix. Hein, c'est un produit qu'il consomme tout le jour, donc il va connaître exactement le prix de la banane. Donc oui, c'est vrai qu'en période de difficulté, si nous, on augmente le prix de la banane, eh ben, on va avoir du mal à créer la demande, c'est clair. Bon, bah, c'est plutôt une bonne nouvelle. Si la banane durable a déjà en partie trouvé ses clients, ça va nous tirer vers le haut. On conclut le petit tour de table de cette première partie avec Pierre Monteux. Vous êtes le directeur général, alors vous, des bananes françaises, de l'UGP BAN Fruits d'Or, producteur de bananes françaises dans les Antilles françaises. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot sur vous, pour vous, cette durabilité, un enjeu, un défi, c'est devant vous, vous la pratiquez déjà sur un territoire qui est assez spécifique puisque ultramarin? Effectivement, donc Pierre Monteux, directeur général de l'Union des groupements de producteurs de bananes de Guadeloupe et Martinique. Nous, la durabilité, c'est un credo, c'est quelque chose qu'on poursuit depuis
depuis maintenant quasiment 15 ans, puisque le premier plan de banane durable était à l'époque du Grenelle de l'environnement, donc 2008. On s'y est engagé donc très vite avec nos partenaires, dont le CIRAD et les collectivités territoriales et le ministère de l'Agriculture. Donc pour nous, c'est dans nos gènes aujourd'hui. On est effectivement sur des territoires qui sont des tout petits territoires, 1100 km² pour la Martinique, 1700 km² pour la Guadeloupe, avec un environnement, avec une faune et une flore qui est extrêmement fragile. Ce sont donc des territoires qu'il faut préserver. Et c'est clair qu'en notre qualité de moelle épinière de l'agriculture de ces îles, on a une responsabilité sociale, sociétale par rapport à toutes ces thématiques-là. Alors nous, on est effectivement donc des petits producteurs, 500 producteurs sur les 2 îles, 200 000 tonnes. Dans cet océan de bananes commercées, on représente 1%, donc pas grand-chose. Nos exploitants sont... En France, c'est plus que 1% quand même. Alors en France, oui, heureusement. Mais donc on a effectivement sur la France, notre production, elle est 200 000 tonnes, elle est destinée effectivement à notre marché local, on va dire, puisque le marché hexagonal est notre marché local, notre marché national, et on représente à peu près 25% donc, de ce marché. Donc petits producteurs, 70% de nos producteurs produisent moins de 300 tonnes. Alors 300 tonnes, c'est quoi? C'est 5, 6, 7 hectares au maximum. C'est une petite paysannerie artisanale, familiale, qu'il faut préserver. Et notre réussite, elle est principalement liée à l'empreinte locale, qui est très fort. C'est vraiment donc notre enjeu sur nos petits territoires. Et puis notre réussite, c'est par rapport à cette filière que depuis 20 ans, on a complètement donc intégré de l'amont à l'aval, puisqu'aujourd'hui, on a des coopératives donc à l'amont. Tout est la propriété de ces coopératives jusqu'à nos mûrisseries, notre réseau de mûrisseries sur la France hexagonale, où nous sommes leaders sur la France hexagonale, sur notre marché local, on va dire, avec la société Fruits d'Or. Et tout est intégré et c'est notre force et c'est aussi donc le gage de notre survie quelque part dans ce monde-là. Alors je suis heureux de constater effectivement les avancées qu'on a pu faire aussi par rapport à ce gâchis. Je rappelle que l'enrubanage des bananes, c'est nous-mêmes qui l'avions lancé en 2015-2016, où on avait effectivement proposé cette banane française qui était enrubanée en bleu, blanc, rouge, en main de 3, 4, 5 ou 6. On est même allé un peu plus loin. Aujourd'hui, ça représente ce concept-là qu'on a développé et qui assure une rémunération plus importante à l'ensemble de nos producteurs. Ça représente 5% du marché français, c'est-à-dire 35 000 tonnes. Et on a aussi donc décliné la banane équitable, puisque la loi sur l'économie sociale et solidaire nous a permis de pouvoir donc revendiquer ce terme d'équitable dans un commerce nord-nord, loi de 2015 si ma mémoire est bonne. Et très vite, à partir de 2018, on a réservé cette certification, ou en tout cas cette appellation donc à nos tout petits producteurs. Et aujourd'hui, donc on commerce, on a aussi une banane équitable. Donc l'enjeu est important, la durabilité, on reviendra certainement sur la durabilité environnementale, mais déjà sur la durabilité sociale et de notre responsabilité sociétale sur nos territoires de production, c'est notre souci premier. Merci beaucoup. Donc, c'est quand même assez extraordinaire. On se rend compte en donnant la parole à tous les acteurs de la banane française que partout, le sujet est sur la table, que partout, des initiatives parfois anciennes ont été prises sur les 3 piliers du développement durable, soit sur la question sociale, soit sur la question de l'environnement, soit sur la question de l'équilibre économique et de la viabilité économique. Et pourtant, on est aussi d'accord les uns les autres, je vais redonner la parole tout de suite au président, sur le fait qu'il y a des progrès à faire, que 100% de la banane française ne peut peut-être pas être considérée comme cochant toutes les cases, pour parler de manière un peu triviale. Donc, deuxième partie de cette table ronde, ici aujourd'hui au Salon de l'Agriculture, est-ce qu'on a un langage commun? Est-ce que vous avez toutes et tous un langage commun entre le petit producteur péruvien au nord que vous représentez, madame, qui lui a encore des défis, il n'est peut-être pas tout à fait d'accord sur le fait que son budget est bouclé, que ses conditions de production sont bonnes, totalement bonnes, et puis les autres acteurs. Donc sur ce langage commun, cette possibilité de durabiliser toutes les bananes françaises, moi j'entends dans la bouche de Bertrand Swiderski qu'il dit qu'il y a quand même un vrai appétit des consommateurs. L'UGPBAN constate aussi, semble-t-il, depuis quelques années cette demande. Donc, qu'est-ce qu'on attend, quoi? Qu'est-ce qu'on peut faire? Monsieur Ponce, vous êtes président de l'interprofession banane.
Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? Vous êtes finalement le lieu du dialogue. Vous avez déjà tenté de mettre d'accord tous les gens qui sont ici sur des grands défis durables et d'autres? Alors, l'une des missions de l'AIB, c'est en premier lieu de favoriser le discours et la relation entre des professions qui peuvent avoir des intérêts, sinon antagonistes, en tout cas qui n'auront pas les mêmes priorités, notamment au niveau de la répartition de la valeur. Alors, je voudrais insister sur une chose, c'est que l'AIB, s'agissant d'une interprofession, elle représente les intérêts non seulement de plusieurs professions, mais elle a en son sein à gérer, je dirais, des bananes qui viennent d'origines multiples, de conditions climatiques et pédologiques multiples, et de distances et de techniques de production extrêmement plurielles. Donc, sur la base de la charte d'engagement qui a été signée par les membres de l'AIB à sa création, nous avons un point de départ, je dirais un socle commun de valeurs de base sur lesquelles nous ouvrons un dialogue qui vise à atteindre des buts communs, sachant que les impératifs de production, comme le disait la représentante des producteurs du Pérou, entre une zone sèche qui a besoin d'être irriguée et une zone à forte pluviométrie, les enjeux techniques ne sont pas les mêmes au niveau de la fréquence des traitements, au niveau des molécules à utiliser, et qu'on a besoin justement d'ouvrir ce dialogue pour pouvoir déterminer ensemble un dénominateur commun qui puisse nous amener à une présentation de techniques qui auront tendance, au fil du temps, à se rapprocher et à être de plus en plus vertueuses. Vous pouvez nous rappeler rapidement, donc Monsieur Monteux dit 200 000 tonnes qui viennent des Antilles, bananes françaises. On est d'accord, Monsieur Monteux, les Antilles ne pourraient pas fournir tout le marché français. Donc 200 000, quelles sont les autres parts qui approvisionnent les consommateurs? Alors, oui, nous, dans l'absolu, aujourd'hui, c'est 200 000 tonnes. On pourrait monter un petit peu donc, par rapport aux enjeux. Demandent, hein, les origines France, voilà, ça, tout à fait. Alors, on est aujourd'hui un peu restreint par rapport à la pression sanitaire. Alors, on parle de la fusariose TR4. Nous, on est encore sur la base de la cercosporiose noire qui nous fait mal par rapport à la réglementation qui nous contraint dans la lutte. On pourrait effectivement remonter donc à 240 250 000 tonnes. Donc, ça veut dire que on pourra pas jamais satisfaire le marché français. Le marché français, d'ailleurs, n'a jamais été satisfait hein, par la banane antillaise, puisque pendant longtemps, on était sous la loi du général de Gaulle, 1958. Hein. N'oublions pas que la banane est rentrée dans l'OCM, et c'est-à-dire dans la PAC, qu'en 1993, lorsque l'Espagne et le Portugal ont rejoint dans l'Union européenne. Et pendant très longtemps, c'était 2 tiers, 1 tiers. C'était 2 tiers pour les Antilles et 1 tiers pour l'Afrique. Après, le marché... Au total, les 700 000 tonnes. Hein, alors, au total, les 700 000 tonnes, mais je vais laisser Philippe. Mais il est en croissance également, parce que ça, c'est aussi une bonne nouvelle pour la durabilité. Dans un marché qui croît, il y a plus d'espace pour faire mieux pour l'environnement, pour faire mieux pour les producteurs. Alors, effectivement, comme l'a rappelé Pierre à l'instant, l'approvisionnement du marché français est profondément lié à l'histoire récente de la France, puisque aujourd'hui, en schématisant, la banane originaire de Guadeloupe et Martinique représente environ un quart de la banane consommée en France. D'accord. Un autre quart est représenté par de la banane qui vient, on va dire, de l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud. Donc c'est tous les pays qui vont globalement du l'Équateur, par exemple. Voilà, l'Équateur en fait partie, le Pérou en fait partie, la Colombie, le Costa Rica, le Nicaragua, etc. Donc ces pays tropicaux issus du continent latino-américain. D'accord. Et enfin, un peu moins de la moitié des bananes que nous consommons sont issues du continent africain, du continent ouest africain, et notamment de nos anciennes colonies françaises, notamment la Côte d'Ivoire, qui est le plus gros de nos approvisionneurs africains au niveau du marché français, complété par le Ghana et le Cameroun notamment. Voilà. Le tout aggloméré donnant environ
environ 720 000 tonnes de bananes consommées en France annuellement, D'accord. qui est un marché qui a progressé assez linéairement et assez fortement jusqu'à l'année dernière, jusqu'au milieu de l'année dernière. D'accord. Voilà. Merci beaucoup pour ce tableau très, très clair. Je me retourne de nouveau vers un importateur, donc Monsieur Van der Waal, Agrofer. Vous importez des bananes, vous avez cette géographie extraordinaire mondiale avec ses origines différentes, leurs contraintes différentes, leurs spécificités. Vous achetez de tout et pour vous, c'est comment la banane durable quand vous devez choisir? Est-ce que vous choisissez des origines plus durables? Est-ce que vous écoutez les clients? Comment ça se passe? Vous pouvez nous en dire un peu plus sur la voie que vous trouvez pour trouver vos clients, vous qui êtes un pur player de la banane durable en fait. La banane la plus durable, c'est difficile à identifier parce que... Ouf, on n'aura pas de guerre civile sur le plateau. Merci. Non, pas de guerre civile. On en a déjà assez, je pense, dans plusieurs pays. Non, mais c'est difficile à dire parce qu'une banane durable, qu'est-ce que c'est une banane durable? Donc, il y a plusieurs aspects. On a, par exemple, parlé de la consommation d'eau, la consommation en pesticides. Par exemple, parlant de la banane du Pérou. C'est une très jolie banane, très durable parce qu'on n'utilise pas de pesticides du tout, donc c'est à 100% biologique. Mais la consommation d'eau d'irrigation est très élevée, donc son empreinte aquatique, ou comment ça s'appelle, c'est très élevé. Bien sûr, cette eau, ça tombe dans les montagnes et ce n'est peut-être pas toujours utilisé. Donc, quel est exactement le problème? Mais quand même, c'est pas très joli parce qu'on a besoin d'eau pour d'autres objectifs aussi. Et Madame a déjà expliqué qu'il n'y a pas d'irrigation moderne, donc il y a d'un sens gaspillage d'eau. Mais l'autre côté est qu'il n'y a pas d'utilisation de pesticides du tout. Parce que comme le climat est tellement sec, donc l'air est tellement sèche que les champignons ne peuvent pas se développer sur les feuilles de banane. Et vous avez un exemple contraire, par exemple d'une géographie où vous pouvez trouver plutôt économe en eau, une empreinte d'eau moins forte, mais par contre plus d'utilisation chimique? Oui. Le désavantage du Pérou avec son beau système de production est que les rendements sont très faibles. Donc autour de 500, 700 cartons, vous connaissez les caisses de pratiquement 20 kilos, 700 caisses par an, par hectare. Pourtant, par exemple, en Costa Rica, Panama, Nicaragua, Guatemala, on peut arriver à peut-être 3000 cartons. 3000 cartons, 3500, j'ai entendu parler de 3500, 4000, beaucoup plus de cartons par hectare, donc un rendement beaucoup plus élevé, une productivité aussi par ouvrier beaucoup plus élevée, donc un produit moins cher, mais aux dépenses d'utilisation de pesticides et d'agents chimiques très élevés et aussi d'engrais chimiques très élevés. Donc, c'est parfois difficile à dire quelle est la banane la plus durable et quel est le pays le plus durable dans ce sens. Mais j'adore la banane péruvienne. Territoriale aussi que disait M. Monteux. La banane, c'est aussi un maillage dans un territoire, c'est aussi des emplois, c'est aussi des infrastructures. Et c'est vrai qu'en concentrant à des endroits précis, on perd aussi des territoires. C'est aussi un des critères finalement de la banane durable. Non mais merci beaucoup, ça éclaire la complexité du sujet. Est-ce que, Bertrand, vous voulez reprendre la parole? Cette espèce de clavier de la banane durable, donc vous avez une offre diversifiée. Bon, pour aller plus directement, est-ce que vous seriez prêt à jouer le jeu de remonter le niveau durable global, et que finalement la plupart de nos bananes en France atteignent ou en tout cas visent un objectif vraiment, vraiment élevé sur tous ces critères? Quand on a commencé la banane bioéquitable, il y en avait peu. L'offre était assez faible. Donc il a fallu suivre l'offre et de proposer une demande de manière graduelle. Donc au début, la banane bioéquitable, on la mettait au rayon bio. Et une fois qu'on a senti que l'offre était disponible, on a pu la mettre, vous savez, en vente juste à côté de la conventionnelle. Et donc on a généralement la française, si je ne me trompe pas, on a la conventionnelle et on a la banane bioéquitable.
Et à nous, en fait, plus on va réussir à créer une demande, c'est-à-dire de mettre la banane bioéquitable en tête de gondole, de la mettre, je ne sais pas si vous voyez, mais quelquefois, vous voyez dans des magasins de proximité, vous rentrez dans le magasin et vous voyez tout de suite les bananes bioéquitables. Ça veut dire que là, on est en train de pousser une vente, on est en train d'essayer de créer une demande. Donc notre métier à nous, c'est en effet de réussir à créer cette demande, à ce que le client la repère et que lui, il adhère. C'est vrai qu'on arrive aujourd'hui à un petit plateau. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il suffit maintenant de mettre la banane bioéquitable juste à côté de la conventionnelle. On arrive à un plateau. Et ce plateau, maintenant, il faut trouver des astuces. Et je pense que les astuces, il faut trouver commercialement pour réussir à faire adhérer plus de clients encore à notre banane bioéquitable, notre banane française et toutes les bananes qui existent encore. Mais l'idée de se dire que je vais écrire « c'est une banane du Pérou, elle est durable » et que je vais la vendre, c'est une idée fausse. Tout le monde vient me voir en disant « mais écrivez des panneaux » en disant « ça ne marche pas, c'est pas vrai ». C'est pas comme ça qu'on le fait. Ça prend du temps. Tu le sais, avec la banane bioéquitable, on a pris du temps. La croissance, elle est pas si rapide que ça. Aujourd'hui, on est stabilisé. On en est très content. On a une banane française sur laquelle on est stabilisé aussi. On a des bananes Pérou. On a la banane qu'on a montée avec le CIRAD. Maintenant, il faut réussir à trouver de nouvelles astuces qui ont créé la demande. Je répète, il ne suffit pas de produire de manière plus vertueuse, de produire une banane durable. Il faut réussir à la vendre. Il faut réussir à la vendre. Et ça, c'est clé. Et c'est un peu comme ça qu'on arrivera en fait à créer le changement. Est-ce que nous, on est prêt à supprimer toute la conventionnelle pour ne faire que de la durable? C'est pas possible aujourd'hui. C'est pas possible aujourd'hui. C'est même pas une question qu'on a à se poser. Nos volumes sont tels qu'on n'arriverait pas à fournir. Mais permets-moi juste une question supplémentaire. Nous, innocemment, on imagine, nous consommateurs, nous labels, que si l'histoire dont on vient de décrire, elle est racontée dans les rayons, malgré tout, c'est quand même un bon moyen de toucher les consommateurs. Qui va parler des producteurs dont parle Madame Pajuelo? Et on se dit, alors, il n'y a pas de place dans les rayons, ou est-ce que le temps que les gens consacrent à prendre une banane est insuffisant pour leur raconter une histoire sur les jupes de caisse ou les choses comme ça? Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus? Parce que si on veut tous ensemble monter le volume des bananes durables en France, il va falloir qu'on fasse de la pédagogie. Aujourd'hui, effectivement, il faut faire preuve de pédagogie. On part de loin, parce que effectivement, cette banane a la réputation quand même d'être le produit ou le fruit le moins cher du rayon. Et aujourd'hui, il faut arriver donc à casser un peu cette image de produits pas chers, parce que venant de l'autre bout du monde ou venant en bateau de très loin. C'est vrai que parfois, moi, je rage des fois contre mon ami de Carrefour, parce que il reste donc, comme vous l'avez dit, c'est la difficulté. On est sur une seule variété. On n'est pas sur la pomme où il y a la pomme rouge, la pomme verte, la pomme... On n'est sur une seule variété, et cette même variété, vous pouvez l'avoir en bio, vous pouvez l'avoir en conventionnel vrac, vous pouvez l'avoir en banane française, et puis vous pouvez aussi l'avoir en premier prix, ce qu'on appelle le PP, premier prix. 5 doigts aussi, 99 centimes. Alors, on se bat avec nos amis de la grande distribution pour essayer donc de faire en sorte que ce premier prix disparaisse. Il a un coût social et environnemental. Il faudrait qu'il disparaisse, parce que tant qu'on va mettre donc une banane à 99 centimes, 5 doigts, comment voulez-vous que le consommateur donc il accepte de payer plus cher? Parce que, comme vous l'avez dit, une fois qu'on a les mains sur le caddie, on veut de la banane, et puis on va prendre finalement ce qu'il y a dans les rayons. Et c'est clair qu'effectivement, dans cette période qui est la nôtre aujourd'hui de forte inflation, on a vu le premier prix revenir donc en force. Et alors que c'est le premier prix, il a un prix pour toute la filière. Ça, c'est très clair. Alors, on a prononcé le mot tabou, le prix. Donc, allez-y, Madame Pajuelo, rebondissez. Alors, oui. Est-ce que donc, les 6 ou 7% que touchent les producteurs du Pérou, on aimerait bien les tirer un peu plus vers 8 ou 9%. Oui. Est-ce que ça va bouleverser le prix? Est-ce que vous êtes conscient de ça, au niveau de la production, qu'il faut trouver... Oui, aujourd'hui, les prix minimaux ne couvrent pas les coûts de production. L'année dernière, nos producteurs, les coopératives, les fédérations de toutes les coopératives de Pérou se sont déplacées en Europe pour exprimer tous les soucis, parce que c'était les dernières 10 ans les prix les plus bas de l'histoire pour la banane. Le rôle des détaillants, des grandes surfaces en Allemagne, en France, a beaucoup d'importance pour nous, parce que vous savez vraiment les points clés pour communiquer aux consommateurs que la durabilité
que la sustainability a un prix, qu'il faut partager ces prix. Parce que c'est tous les poids, on sent que tous les poids tombent sur nos épaules des producteurs. Ils font tous les efforts nécessaires, ils ne restent pas assis et en attendant un prix plus élevé. Ils se battent tous les jours pour trouver des solutions. Par exemple, pour diversifier la production, par exemple, pas seulement pour exporter en frais, mais pour vendre, par exemple, des exportations de purées, de bananes, des IQF surgelés. Et le premier conteneur de bananes, purée de bananes, va partir ce mois pour l'Allemagne. Et c'est aussi une source de diversification de nos productions. C'est-à-dire qu'elle est transformée au Pérou, elle garde un peu plus de valeur, à valeur ajoutée. Elle va servir à faire des compotes oui. ou des... D'accord, d'accord. Ça, c'est des choses aussi, des purées, des farines, des bananes. Mais le plus important, quand on voit des pays comme la France, que le luxe monte. Non, après la pandémie, le luxe a beaucoup monté. Qu'est-ce que c'est le luxe aujourd'hui? C'est l'alimentation saine. Non, ce qu'on mange, c'est le luxe. C'est plus important manger bien pour élargir la vie que c'est s'acheter une montre, un sac, une grande marque. C'est ça ce qu'il faut faire comprendre aux consommateurs, que le vrai luxe, c'est l'alimentation. Donc ce n'est pas le carré Hermès, c'est la banane. Oui, c'est la banane. Ça ne va pas être simple, mais on va y arriver. Et oui, bio et commerce équitable, ça c'est le vrai luxe. Non? Et c'est très important la communication. Et nous allons aussi continuer à nous mobiliser pour faire comprendre aux consommateurs. Pour nous, c'est très difficile d'arriver aux jeunes parce qu'on a vu aussi les statistiques, la consommation de bio aussi est un petit déclin cette année. Oui, mais en même temps, toutes les enquêtes vont dans le sens que vous dites. Le consommateur, un peu ce que dit Bertrand Swiderski aussi, dans l'idéal, il voudrait un produit complet, un produit parfait, quoi. Oui. Ce qui le sécurise au niveau de l'éthique, au niveau du producteur français ou étranger, etc. Donc, il est un peu tiraillé, le consommateur. Hein. Oui, oui, c'est une contradiction. Il y a des contradictions. Quand même, on avance dans cette direction. Oui. Et ce que dit le succès de la banane bio et équitable, c'est-à-dire sociale et... Et surtout, oui, que nous sommes certifiés commerce équitable, mais les importateurs, bien sûr, ils ont aussi le fait de la guerre ukrainienne-russe qui a réduit les importations des bananes en provenance de l'Équateur, qui c'est conventionnel. Non, l'Équateur a commencé, pour trouver des débouchés en Europe, a commencé à vendre et nos importateurs nous achètent que le bio, certification bio, mais pas les commerces équitables. Alors, on a beaucoup de pertes par conteneur parce qu'on n'est pas payé pour le commerce équitable. Et oui, il y a beaucoup de problèmes dans chaque dimension durable a un coût. On en a parlé dans le premier tour de table, c'est clair. Et l'idéal serait d'arriver à un prix final qui intègre tout cela et qui soit accepté par le consommateur. Oui. Aussi, le 5 doigts aussi, ça entraîne aussi des gaspillages pour les producteurs parce que les bananes ne poussent pas en 5 doigts, non? Il faut aussi rentrer là-bas sur les champs de production. Et qu'est-ce qu'on fait? Nous restons avec les autres doigts qui ne sont pas vendus pour les vendre dans le marché local, à moins prix, bien sûr. C'est ça aussi, parce que de tous les côtés, il y a des problèmes. On le sent bien. Et en même temps, pour rester optimiste, ce qu'on constate aussi, c'est que ici au Salon, et partout dans les instances et dans les cénacles agricoles, la question de la juste rémunération, du respect que nous devons tous comme consommateurs aux producteurs qui nous nourrissent, cette question, elle monte. On ne peut pas dire qu'elle baisse. Alors, ce n'est pas toujours facile de passer à l'acte dans le rayon, effectivement, de prendre un produit garanti, juste salaire pour le consommateur, pour le producteur, mais quand même, nous, on a un baromètre annuel, les enquêtes se multiplient partout, des grands instituts d'opinion. Donc, on peut s'appuyer là-dessus, je pense, pour développer la banane durable française sur toutes ses dimensions. J'en veux pour preuve un engagement qui a été pris au niveau européen dans un autre pays voisin, Outre-Rhin, en Allemagne, où 5 distributeurs, peut-être ils ont résolu le problème de la concurrence que vous pointiez, Monsieur Monteux, entre il y en a qui proposent, etc., en disant ensemble, nous, on vise de garantir à ce que toutes les bananes présentes chez nos 5 enseignes, donc quasiment la totalité du marché allemand, soient
verse un salaire vital au moins aux producteurs péruviens, aux producteurs ivoiriens, aux producteurs camerounais. Donc les méthodes ne sont pas totalement éprouvées. Enfin, nous, Max Havelaar, en tant qu'ONG, on sait le calculer, ça. Combien il faudrait payer pour que le producteur soit garanti d'avoir un revenu vital, de nourrir sa famille. Je pense qu'il peut y avoir une alliance entre les producteurs français qui demandent ça aussi pour eux et ces producteurs plus lointains qu'on connaît moins. Alors, est-ce qu'en France, on pourrait arriver à ce langage commun en disant, finalement, si je vous entends bien, ça marche que si on y va tous ensemble ? Parce que s'il y en a qu'un qui sort du bois sur un critère environnemental plus élevé, s'il y en a un autre qui garantit un prix plus élevé, ça risque de tirailler et de ne pas permettre au marché de s'élever ensemble. C'est un peu le propos, un peu l'idée de ce dialogue aujourd'hui. Alors je repasse la parole peut-être à François-Xavier Cotte, vous au CIRAD. Vous êtes habitué à mettre les gens ensemble et à partager vos recherches, à faire profiter tout le monde finalement des pas en avant, ou peut-être le président d'abord, ou monsieur Cotte. Que pensez-vous de cette idée d'une initiative française, d'un socle commun qui ferait qu'on pousserait tous dans la même direction ? Alors, je vais m'exprimer d'abord avant de passer la parole à François-Xavier Cotte. Au niveau de l'AIB, les conditions du dialogue sont déjà réunies. Vous êtes parlé de remonter le niveau global alors, de durabilité. On a parlé surtout de la valorisation du produit, du niveau de valorisation du produit. Donc ça, c'est le consommateur qui, devant son caddie et devant ses réflexes, fixe un peu le niveau de réactivité par rapport au produit qui lui est présenté. Voilà. Et sur cette base-là, et sur le socle commun, je dirais, à minima technique qui nous a rassemblés lors de la création de l'AIB, on a déjà ouvert un dialogue qui visera justement à ramener chacun des participants à émettre ses capacités, ses possibilités, afin de trouver justement un dénominateur commun qui mettra en place les aspects durables d'une banane, et là, quelle que soit son origine, quel que soit son mode de production, pour ensemble fixer les critères de durabilité. Une fois de plus, on l'aura compris, ce sont des critères qui mettent en œuvre les aspects techniques de production, les aspects sociaux, donc notamment en matière du revenu des travailleurs, du revenu des producteurs, et naturellement le volet économique global avec ses différents composants. On va parler ici des fertilisants, des produits de traitement parce qu'il en restera toujours, des coûts d'acheminement. Et vous savez que les derniers mois qu'on a passés ont été particulièrement sensibles à ce sujet, et du caractère, je dirais, raisonnable des acteurs quant à leur prise de valeur au niveau de leur intervention tout au long de la filière. Merci beaucoup. Avant de passer la parole à François-Xavier Cotte, il y avait une question, je crois. C'est vous, monsieur ? Bonjour. Je vous ai suivi, je n'ai pas beaucoup suivi, je viens d'arriver en retard. Je voulais juste corriger 2-3 choses. Au niveau des producteurs sur place dans des territoires lointains, je pense qu'on a déjà un problème de pénurie d'aliments, parce que ce que moi je constate sur place, c'est l'inflation. L'inflation parce que déjà on ne produit pas assez. Ce n'est pas un métier valorisant pour ces pays lointains. Un agriculteur est assimilé au plus bas des échelles. Ensuite, une fois qu'on n'arrive pas à alimenter la population sur place, ça tire les prix vers le haut. Il y a le débouché de cette politique que je vois là, qui est pas mal, qui est bien, j'applaudis. Par contre, là où ça ne va pas, c'est que si le producteur africain ou du reste du monde a un débouché pour exporter son produit vers l'Europe, c'est qu'il va dire qu'il va privilégier ce mode de communication parce que ça lui rassure son revenu et tout le reste. Et le prix d'achat aussi n'est pas la même, hein, parce que quand c'est fixé par, malgré que il y a une politique où le cultivateur doit avoir quelque chose de conséquent pour l'Afrique,
selon le niveau de vie. Mais entre-temps, ces acheteurs, à la base, c'est les Africains qui sont sur place. Ce qui va faire que ce cultivateur-là va produire que pour le marché d'exportation. C'est pas mal. Alors, ma question est que pourquoi pas, à votre niveau, lorsque vous mettez en place toutes ces politiques-là qui sont honorables, essayez de booster ou former ou mettre des conditions. Moi, je suis par exemple ici au salon pour rechercher les machines de deuxième main pour aider ceux qui sont sur place. Est-ce qu'il n'y a pas une politique d'installation? Plus on installe les cultivateurs, plus le marché local il est inondé, le marché international il est inondé. Après, d'après les discours que j'ai entendus, le souci est qu'il y ait moins de gaspillage et que voilà, écologiquement parlant, économiquement parlant, qu'il y ait moins de gaspillage. C'est honorable. Mais moi, je pense que s'il y a une idée à émettre ici, s'il y a une question, pourquoi on ne privilégie pas la formation sur place? Ça empêcherait aussi les gens de venir désespérément par la Méditerranée. Ça ne coûte pas plus cher que tous ces politiques qu'on en parle. Pourquoi il n'y a pas quelque part une pensée qui se développe à ce niveau-là? Merci. Merci monsieur. Je rappelle juste, en introduction, on l'a dit, 140 millions de tonnes sont produites, seulement 20 millions sont exportés. Donc il y a aussi quand même, par rapport à ce que vous disiez sur l'autoconsommation, une très large part de la banane qui est consommée sur place, mais la question est légitime et qui a des